Nous sommes le 30 août. Le monde tel que nous le connaissons est en train de changer. L'ordre établi après la Seconde Guerre mondiale est à coup sûr en train de changer. Et tout autour de nous ne sera plus pareil, même dans un an. Je suis avec mon cher ami et collègue, l'un des fondateurs de cette chaîne que vous avez tant soutenue, et nous vous en remercions vraiment, Vijay Prashad, qui se trouve aujourd'hui à Santiago, au Chili. Il est dans un endroit différent chaque fois que je lui parle. Alors, si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. 2 fois par semaine, nous vous enverrons dans votre boîte mail les excellents commentaires que nous proposons sur cette chaîne. Et devenez abonné payant. Rendez-vous sur Substack pour environ $5 par mois. Nous vous enverrons tout cela. Vijay, je vous en prie, allez-y. Dites à notre public, dites au monde comment le monde est en train de changer. Vous savez, Zulfikar, la tentation, c'est de parler du conflit avec l'Iran, du conflit qui est imposé à l'Iran. Mais je voudrais en fait aller quelques minutes du côté des Amériques, simplement pour montrer à quel point ces choses sont liées. Comme les gens le savent peut-être, 11 des 20 pays d'Amérique latine ont désormais des gouvernements d'extrême droite. 11 sur 20. C'est considérable. Très récemment, juste avant le terrible tremblement de terre en Colombie, les Colombiens ont élu, avec une marge très faible, de moins d'1%, Abelardo de la Espriella à la présidence. De la Espriella est milliardaire, c'est un homme de l'extrême droite. Il rejoint des gens comme Daniel Noboa, Santiago Peña, Rodrigo Paz, Javier Milei, José Antonio Cast au Chili, là où je me trouve. Laura Fernandez, du Costa Rica. Je veux dire, il y a une longue liste de personnalités d'extrême droite qui sont au pouvoir en Amérique latine. Si j'en parle, c'est parce qu'il se passe en Amérique latine quelque chose de peu connu. Les gens qui suivent les travaux de Tricontinental ne savent peut-être pas ce qui est en train de se passer. Voilà ce qui se passe. En juin dernier, en juin 2025, l'ambassadeur d'Argentine en Israël, le rabbin Shimon Axel Wanish, a annoncé quelque chose appelé les accords Isaac. Alors, les gens connaissent peut-être les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, c'était une politique menée par Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, pour rallier plusieurs pays arabes à une alliance avec Israël. Cela incluait bien sûr le Maroc, cela incluait plusieurs pays arabes du Golfe, et ainsi de suite. Les accords d'Abraham étaient un moyen d'arrimer ces pays arabes à Israël. Eh bien, en juin 2025, on a eu Abraham, puis Isaac, les accords d'Isaac. Au départ, les seuls signataires étaient l'Argentine et Israël. Ils ont adhéré à cet accord d'Isaac pour resserrer leurs relations. Et les accords d'Isaac ont été officiellement établis en avril 2026 à Jérusalem. Ensuite, en mai 2026, le gouvernement argentin a organisé une conférence à Buenos Aires, réunissant des responsables de Bolivie, du Brésil, du Chili, de Colombie, du Costa Rica, d'Équateur, du Salvador, du Guatemala, du Honduras, du Panama, du Paraguay, d'Uruguay et du Venezuela. Presque tout le monde, des responsables de presque tous ces pays, étaient présents à cette conférence de Buenos Aires sur les accords d'Isaac, et ils ont de fait signé une déclaration sur leur élargissement. Maintenant, avec des gouvernements d'extrême droite, Rodrigo Paz en Bolivie, de la Espriella en Colombie, et avec la campagne de pression contre le Venezuela, ces pays ont commencé à établir des relations diplomatiques avec Israël. Le Venezuela, pour l'instant, seulement des relations consulaires, mais ça commence. C'est très très important pour la situation mondiale et pour ce qui se passe dans la région du Golfe. Parce que ce qu'Israël fait, non seulement en Amérique latine, mais aussi sur le continent africain, c'est mener un immense projet de normalisation. L'objectif est d'établir des relations normales avec des pays du monde entier, de constituer un front contre l'isolement qu'Israël commençait à ressentir en raison du génocide qui se poursuit contre les Palestiniens. Ce génocide n'est pas terminé.
Ils se sont donc lancés dans une vaste mission visant à nouer des liens avec ces gouvernements d'extrême droite à travers le monde, afin de créer différentes formes de relations qui empêcheront leur isolement. Et ça a été très habile. Donc vous savez, malgré ce qui se passe au Moyen-Orient, et d'ailleurs, c'est pas si mal pour Israël, parce qu'en Colombie, ce nouveau gouvernement de la Espriella, au moment du tremblement de terre en Colombie, alors que des centaines de personnes sont mortes, le président signe un document ratifiant le droit d'Israël sur le Golan élargi. Enfin, quel rapport la Colombie a-t-elle avec le Golan? Mais cela établit qu'il approuve la saisie du plateau du Golan par Israël. Et cela intervient à peu près au même moment où le nouveau gouvernement syrien a en substance cédé son propre territoire à Israël, comme cadeau de remerciement pour l'avoir laissé renverser Bachar al-Assad. Le nouveau président syrien, Ahmad Shara, s'est récemment activé pour rendre justice au peuple syrien contre des responsables du gouvernement Assad, et ils ont été condamnés à mort. Ce nettoyage se fait en réalité avec Israël, qui sourit en coulisses, parce que le gouvernement d'Ahmad Shara est, en substance, un gouvernement pro-israélien. Donc, vous savez, quand il y a eu l'accord de la Mecque, et pour revenir maintenant à la région iranienne, quand il y a eu cet accord de la Mecque, qui est très important, il réunit la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan. D'abord, je ne veux pas exagérer l'importance de l'accord de la Mecque, parce que vous savez, il est important de reconnaître que l'Arabie saoudite et le Pakistan avaient déjà un accord de défense, qui constituait en gros les contours de l'accord de la Mecque. C'était en 2025. Ils avaient déjà un accord. C'est la Turquie qui, en quelque sorte, rejoint leur accord. La Turquie voulait aussi que l'Égypte fasse partie de l'accord. L'Arabie saoudite n'était pas favorable à l'inclusion de l'Égypte. Et l'Égypte est elle aussi empêtrée dans sa propre relation bilatérale avec Israël. Cela aurait compliqué toute cette affaire. L'Égypte doit vraiment réfléchir à cette relation avec Israël. Donc cette nouvelle configuration, ou du moins cette configuration élargie, le Pakistan, l'Arabie saoudite, avec l'ajout de la Turquie, se met en place au même moment où Israël crée toutes sortes de liens de son côté. Il faut voir cela comme une évolution parallèle. Et voici pourquoi je voulais commencer par l'Amérique du Sud, pas simplement parce que je suis ici. Lorsque l'accord de la Mecque a été annoncé, je regardais comment New Delhi allait réagir. Et fait très intéressant, la déclaration de New Delhi était « Écoutez, cet accord n'a rien à voir avec l'Inde. Il n'a rien à voir avec l'Inde. » Autrement dit, ce n'est pas vraiment un pacte de défense. Ce n'est pas vraiment comme le pacte de défense de l'article 5 de l'OTAN. Dans le cadre de l'article 5 de l'OTAN, si un pays de l'Alliance est attaqué, tous les autres pays sont immédiatement appelés à défendre ce pays. C'est un mécanisme automatique. Dans l'accord de la Mecque, si on le lit attentivement, les autres ne viennent en aide à un pays que si ce pays les y invite. Ce n'est pas un mécanisme automatique. Autrement dit, si l'Inde et le Pakistan entrent en conflit, l'Arabie saoudite et la Turquie ne sont pas automatiquement tenues d'y entrer. Elles ne seront appelées à intervenir par le Pakistan, si nécessaire, que pour entrer dans le conflit. Ce n'est donc pas vraiment l'équivalent de l'OTAN. C'est une forme d'accord bien moins ambitieuse. Le gouvernement indien, en lisant non pas l'accord final, mais les déclarations à la presse sur cet accord, a dit « Écoutez, ce n'est pas dirigé contre l'Inde. C'est un accord de sécurité pour ces pays. Et l'Inde veut donc étouffer, en les qualifiant de fausses informations, les rumeurs selon lesquelles elle conclurait un arrangement militaire avec Israël. » Vous voyez, alors qu'Israël met en place ses accords d'Abraham et ses accords d'Isaac, je veux simplement souligner qu'il n'y a pas d'équivalent en Asie occidentale qui pourrait inclure, disons, l'Inde ou un ou deux autres pays. Ce n'est pas un alignement de camps.
Et si je le dis, c'est parce que cela a des répercussions pour l'Iran. Les Iraniens ont aussi réagi à l'accord de la Mecque en disant que ce n'était pas dirigé contre l'Iran. Et en fait, nous savons désormais assez clairement, c'est presque entièrement confirmé, que l'Iran avait été informé de l'accord de la Mecque avant sa signature. C'est déjà largement confirmé. Ce n'était pas une surprise pour Téhéran. Téhéran a minimisé les déclarations de presse à ce sujet, et ce, pour une bonne raison. La presse a commencé à parler d'une OTAN islamique, entre autres en employant le terme OTAN. L'Iran est rapidement intervenu en disant que ce n'était pas une OTAN. Et, d'après tous les éléments dont nous disposons, ils ont raison. Ce n'est pas un accord relevant de l'article 5. Ce sont simplement 3 pays qui se sont réunis et qui ont dit « Nous avons besoin de certaines garanties de sécurité ». Voici la question. Pourquoi ces pays ont-ils besoin de garanties de sécurité et pourquoi ont-ils tendu la main à l'Égypte? Vous voyez, ce n'est pas un coup porté à l'Iran. Ce n'est pas un coup porté à l'Inde. Cela ne les affecte pas. Le ministère indien des Affaires extérieures a raison. Ce n'est pas un pacte anti-Inde. Je pense qu'ils l'ont très bien compris. Je pense aussi que les Iraniens l'ont très bien compris. Ce n'est pas un pacte anti-Iran. Ce que ces 3 pays ont dit, c'est que leur défense n'est plus garantie par les États-Unis. Les États-Unis ne sont pas capables de fournir un parapluie nucléaire à l'Arabie saoudite, par exemple. Les États-Unis ne sont pas capables d'assurer la protection du Pakistan, et cela fait très longtemps que ce n'est plus le cas. Vous savez, en 1971, les États-Unis sont venus, dans un certain sens, en aide au Pakistan pendant la guerre qui a donné naissance au Bangladesh. La 7e flotte américaine était déployée dans l'océan Indien, prête à intervenir pour défendre les troupes pakistanaises. Elle n'en était pas capable, mais elle a essayé. Mais pendant de nombreuses années, les États-Unis n'ont fourni aucune forme de protection au Pakistan. En fait, ils ont très mal traité le Pakistan. Et concernant la Turquie, elle a déjà accusé les États-Unis d'avoir tenté de provoquer un coup d'État. Vous vous en souvenez, il y a 10 ans. Leur relation avec l'OTAN et les États-Unis a donc été contrastée. La création de l'accord de la Mecque n'a rien à voir avec les accords d'Abraham signés partout en Amérique latine. Cela n'a rien à voir avec les accords d'Abraham qui cherchent à arrimer des pays comme le Maroc à Israël. Cet accord de la Mecque indique, là encore, le manque de confiance de pays comme la Turquie, le Pakistan et l'Arabie saoudite, tous alliés de longue date des États-Unis. Alliés des États-Unis depuis les années 40. Ce sont des membres de l'OTAN. Le Pakistan a été membre fondateur de l'OTAS, de l'OTACO, l'Organisation du Traité central, de l'OTAS, l'Organisation du Traité de l'Asie du Sud-Est. L'Arabie saoudite a été un pilier des accords de défense américains dans cette région. Ces 3 pays, qui dépendent en quelque sorte des États-Unis depuis 80 ans, se retournent aujourd'hui et disent « Nous n'avons aucune confiance dans la capacité des États-Unis à assurer notre sécurité. Nous nous sommes donc tournés les uns vers les autres pour notre sécurité mutuelle, non pas contre l'Iran, non pas contre l'Inde, mais contre des adversaires non désignés, face auxquels les États-Unis les protégeaient auparavant. » À mon sens, nous ne pouvons pas passer à côté de ce qui se passe en Amérique latine. Les accords d'Abraham sont très importants. On ne peut pas passer à côté de ce qui se passe dans le monde arabe, à savoir les accords d'Abraham. On ne peut tout simplement pas ignorer ces choses-là. Et puis, ce qu'Israël fait en Afrique, on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Mais ce qui s'est produit avec l'accord de la Mecque n'a rien à voir directement avec cela. Il s'agit simplement de 3 anciens alliés de longue date des États-Unis qui disent « Nous n'avons plus confiance dans la capacité des États-Unis à assurer notre sécurité. Nous devons mettre en place un dispositif de sécurité régionale. »
Et je pense que, malgré les informations de presse selon lesquelles l'Égypte serait la prochaine à rejoindre cet accord, et ainsi de suite, ils tendront la main à l'Iran. Et nous verrons les Iraniens avoir une forme de statut d'observateur dans cet accord de la Mecque. Sinon, cet accord n'a aucun sens. Vijay, je suis entièrement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et je m'appuie sur les sources auxquelles je me réfère chaque jour. Des sources très impliquées dans ce qui se passe et qui se sont montrées fiables. Depuis que nous avons commencé à parler de cela sur cette chaîne, leurs informations correspondent exactement à ce que nous disons. Cet accord vient d'être approuvé, en fait, au cours des dernières 24 heures, par le roi. Ce qui est très rare aujourd'hui en Arabie Saoudite. Le père du prince héritier MBS. Il a déclaré que c'était un excellent accord et cèdera avec ses bénédictions, et ainsi de suite. C'est donc un accord important, exactement pour la raison que vous venez d'exposer. Exactement pour la raison pour laquelle ces pays, qui étaient autrefois des piliers des États-Unis après la Seconde Guerre mondiale, disent maintenant, eh bien, nous avons vu ce que vous avez fait avec l'Iran. Nous avons constaté que vous ne pouvez défendre personne d'autre qu'Israël. Nous devons donc nous défendre nous-mêmes. Et c'est un pas dans cette direction. Et oui, je peux confirmer à nos auditeurs, à notre public, qu'une proposition a été faite à l'Iran. Une proposition a été faite à l'Iran. Le Pakistan et l'Iran se sont rapprochés ces 2 ou 3 derniers mois, comme ils ne l'avaient pas fait depuis 50 ans. D'ailleurs, à l'occasion de cet anniversaire de l'indépendance qui aura lieu dans quelques jours, le 14 août, le président du Parlement iranien, le Majlis, a été invité à y assister. Le ministre des Affaires étrangères, Araghchi, a également été invité. Ils ne viendront pas le 14, ils viendront peu après, car leur véritable objectif est d'avoir des discussions approfondies avec les dirigeants civils et militaires. Alors, pourquoi voudraient-ils s'entretenir avec les dirigeants militaires? Parce que ce sera aussi une alliance profondément militaire. Nous l'avons révélé sur cette chaîne, et cela n'a été rapporté nulle part ailleurs. Avec l'aide de la Chine, son soutien et son implication active, le Pakistan a servi de canal vers l'Iran pour toutes sortes d'armements, des armements avancés et toutes sortes de technologies. En particulier, la technologie intégrée au système Beidou, qui a donné à l'Iran la capacité de cibler avec précision tout ce qu'il veut, y compris Trump, le forçant à s'exfiltrer en se cachant dans un chariot de restauration, hors du 747, et en laissant le reste de sa délégation exposé à une attaque potentielle. Voilà à quel point il se soucie des gens qui lui sont proches. Alors, oubliez l'idée qu'il se soucie de gens comme vous et moi. Donc le monde est en train de changer, comme j'ai commencé à l'expliquer dans mon introduction. Et ce changement va durer, Vijay. Il n'y a personne de mieux placé que vous pour expliquer plus en détail l'impact que cela aura sur tout le monde, littéralement tout le monde. Parce que si les États-Unis sont expulsés, forcés de quitter la région, et c'est ce qui est en train de se produire, cette guerre prendra fin avec des États-Unis déshonorés, humiliés et contraints de partir, quelle que soit la manière dont ils tenteront de le présenter. Et nous pouvons le dire sans détour sur cette chaîne, parce que nous ne sommes pas soutenus par les médias d'entreprise. Nous ne prenons l'argent de personne. Nous rapportons les faits tels que nous les connaissons, afin que nos lecteurs soient informés, que nos auditeurs soient informés. Et nous invitons des personnes comme vous, à mon avis, des géants, les grands intellectuels d'aujourd'hui, pour apporter la vérité aux gens qui nous ont généreusement soutenus. Alors, lorsque les États-Unis seront humiliés et chassés de la région, ce qui, espérons-le, arrivera plus tôt que tard, comment pensez-vous que le reste de la région va réagir? Eh bien, c'est très intéressant, parce que je veux dire,
Il y a une dimension très stratégique dans cette discussion, comme sur un échiquier. Vous voyez, quand on commence à entrer dans le sujet, le simple fait que les dirigeants turcs aient qualifié l'Égypte de partenaire naturel pour rejoindre cet accord de la Mecque a dû susciter une certaine inquiétude au département d'État américain et au sein de l'appareil de sécurité nationale, parce qu'il s'appuie sur l'Égypte comme sur un pilier. Plus plausible que l'entrée de l'Égypte dans cet accord, il y a les États arabes du Golfe. Vous savez ceux qui disent aujourd'hui que les bases militaires américaines pourraient devoir être démantelées. Je parle du Qatar, du Koweït. Il est peut-être, voire très probable, que Bahreïn entre lui aussi dans cet accord. Bahreïn est essentiellement une extension de l'Arabie saoudite. Et si l'Arabie saoudite pense que c'est une bonne idée, je pense que Bahreïn suivra. On aurait donc 3 États arabes du Golfe qui devraient probablement y entrer. Je pense en fait qu'il ne faut pas écarter la possibilité qu'un pays comme l'Azerbaïdjan s'y joigne. Il a des liens très étroits avec la Turquie, des accords de défense avec le Pakistan, et ainsi de suite. Ces pays pourraient donc rejoindre cet accord de la Mecque, ne serait-ce qu'en tant qu'observateurs. Vous savez, je ne sais pas quelle sera la structure une fois qu'un secrétariat sera mis en place, et ainsi de suite, parce qu'il y aura toute une bureaucratie qui va suivre. Vous savez, l'accord, c'est une chose. Ensuite, il faut le structurer et voir comment il fonctionne. Il y aura des officiers de liaison militaire. Où cela sera-t-il installé? Vous savez, tout cela reste à finaliser et à mettre en place. Mais je pense que ce sont probablement des candidats pour en faire partie. L'évolution intéressante, ce sera la Jordanie et l'Égypte. La Jordanie entretient une relation militaire très étroite avec le Pakistan. Vous savez, enfin, c'est un sujet dont nous n'avons pas vraiment parlé, dont on n'a pas beaucoup parlé publiquement. Le Pakistan entretient depuis longtemps des relations militaires avec plusieurs pays arabes. Je veux dire, ce n'est pas toujours une relation glorieuse, Zulfikar. Parce que durant Septembre Noir, à l'époque, je crois que le brigadier, il n'était pas encore général, le brigadier Zia-ul-Haq a fait attaquer les Palestiniens par des troupes pakistanaises. Ce n'est pas toujours un héritage glorieux. Mais même cet exemple montre à quel point les liens entre l'armée de la monarchie jordanienne et les forces pakistanaises remontent au moins aux années 60. Il y avait aussi des liens très importants avec l'armée de Gamal Abdel Nasser. Vous savez, ils avaient des liens avec la formation pakistanaise, et ainsi de suite. Parce que il ne faut pas oublier que toutes ces forces avaient été formées par les Britanniques. Ils avaient une sorte d'interopérabilité militaire intégrée. Vous savez, ils pouvaient facilement passer d'un commandement de brigade à l'autre, et ainsi de suite. Il existe donc de vieux liens militaires entre la Jordanie et le Pakistan. Si je soulève tout cela, c'est parce qu'il y a une certaine inquiétude dans des pays comme la Jordanie et l'Égypte. Vous savez, si le monde peut rester là, à regarder le renversement du gouvernement en Syrie, pour qu'un gouvernement pro-israélien arrive au pouvoir, et si le monde reste là, pendant qu'Israël grignote, en quelque sorte, des territoires syriens. Israël tient des propos du genre. Vous savez, en réalité, le Grand Israël s'étend jusqu'à l'Euphrate, en Irak. Qu'est-ce que cela signifie pour la Jordanie? Qu'est-ce que cela signifie pour la monarchie jordanienne? Il doit y avoir une certaine inquiétude à Amman, chez certaines personnes. En Jordanie, la population est majoritairement palestinienne. Les Israéliens lancent ce genre de message en disant qu'en fait, le Grand Israël va jusqu'à l'Euphrate. Les États-Unis ne sont pas vraiment un défenseur fiable du territoire de qui que ce soit dans la région. Que peuvent penser les Jordaniens? Sont-ils à ce point liés à leur pacte de défense de 1994 avec Israël, à leur accord avec Israël, qu'ils n'envisageront pas, là encore, ne serait-ce qu'un statut moindre dans l'accord de la Mecque, qui ferait pression sur Israël?
Je veux dire, au fond, la question est la suivante. Si cet accord de la Mecque entre en vigueur, est-ce que cela met Israël sous pression? Ce n'est pas un accord anti-iranien, et ce n'est même pas, à ce stade, un accord anti-israélien. Enfin, bon sang, on parle de l'Arabie saoudite et de la Turquie. Vous savez, ils peuvent faire ici ou là des déclarations verbales anti-israéliennes ou pro-palestiniennes, mais leurs actes sont très différents. Néanmoins, même si en apparence, ce n'est ni anti-iranien ni anti-israélien, si la Jordanie, l'Égypte, si ces pays, l'Algérie, commencent à s'impliquer, alors vous avez une toute autre donne en Asie occidentale. Vous avez des pays qui disent « Vous ne pouvez pas compter sur les États-Unis. En fait, nous ne voulons pas d'eux ici. Nous voulons mettre en place notre propre dispositif de sécurité. » Et s'ils mettent en place leur propre dispositif de sécurité et que les États-Unis ne sont pas les bienvenus dans la région, cela laisse Israël assez exposé. Et cela devrait aussi inquiéter Tel Aviv. Je veux dire, les choses évoluent de telle manière que, lorsqu'ils pensaient que cette attaque, en février de cette année, renverserait le gouvernement iranien, c'est en réalité l'inverse qui s'est produit. Les États-Unis semblent s'isoler, non seulement sur le plan militaire et diplomatique, mais leur capacité à orienter la politique d'Israël pourrait aussi diminuer. Et donc, Israël se retrouvera isolé à la fin. Ça s'est vraiment retourné contre lui. Cette guerre illégale qu'ils ont menée contre l'Iran s'est réellement retournée contre les États-Unis. Ça doit être... Enfin, si j'étais dans un institut de recherche en Russie ou en Chine, j'étudierais cela de très près. J'étudierais comment les Iraniens ont pu mener cette forme de jujitsu contre les États-Unis. Et d'une certaine manière, pourquoi la Russie n'a pas été capable de faire ça aux Européens? Pourquoi la Russie se trouve toujours dans une impasse militaire, sans véritable jujitsu diplomatique contre les Européens, alors qu'ici, il semble que l'Iran y soit parvenu? Eh bien, j'aimerais apporter quelques éléments d'analyse à partir de ce que je vois et de ce que j'entends. Selon moi, le centre de gravité du rapprochement entre ces trois pays, c'est Islamabad. La plupart des gens ne le savent pas, mais ceux qui observent attentivement ce que fait le Pakistan en matière de relations militaires, de projection de puissance militaire, d'alliances militaires et tout le reste comprendront vite de quoi je parle. Islamabad s'est très activement impliqué pour favoriser ces relations qui ont désormais débouché sur un pacte de défense avec l'Arabie saoudite, annoncé il y a peut-être un an. Et depuis, ce pacte s'est développé pour devenir, je dirais, cet accord de la Mecque. Le Pakistan entretient des relations très actives avec l'Azerbaïdjan, avec la Somalie, qui a récemment annoncé des montants dépassant 2 milliards de dollars, et avec l'aide et le soutien de la Chine, discrètement avec l'Iran. En fait, si le Pakistan n'avait pas apporté une aide extraordinaire à l'Iran, l'Iran n'aurait peut-être pas pu réaliser ce que tout le monde reconnaît comme une démonstration magistrale de planification de la puissance militaire, d'exécution militaire et de domination militaire sur un adversaire 100 fois plus grand. C'est donc là que se trouve le centre de gravité. Cela étant dit, le Pakistan a récemment signé une prolongation d'un accord, un élargissement de son accord avec le Koweït. Vous en avez peut-être entendu parler. Le Pakistan est en discussion avec le Qatar. Il est aussi en discussion avec d'autres pays de la région. Donc, à Islamabad, on considère que, dans les années à venir, dans un avenir pas si lointain, peut-être dans 12 mois, peut-être dans 18 mois, un nouveau bloc va se créer. Ce sera un accord de défense mutuelle très solide entre tous ces pays, et il n'aura qu'un seul adversaire en ligne de mire, Israël. Alors, où cela laisse-t-il Israël?
Oui, c'est bien ce que je veux dire. Si vous appliquez les principes de base de la théorie des jeux à cette situation, l'isolement d'Israël est pratiquement garanti. Et c'est peut-être pour cela qu'Israël s'active frénétiquement à nouer des relations avec des gouvernements de droite, en Amérique latine, en Afrique, et ainsi de suite, afin de se créer une forme de levier international. Vous savez, ce sera difficile. Je dirais que même si vous avez un ensemble d'alliances en Amérique latine, en quoi cela va-t-il vous aider dans votre voisinage? Vous avez besoin d'alliés dans votre voisinage. Cuba, par exemple, est isolé dans son voisinage. Il lui reste très peu d'alliés. Peut-être le Brésil dans une certaine mesure, le Mexique, et ainsi de suite. Mais une grande partie de l'Amérique latine, avec des gouvernements d'extrême droite qui se retournent contre Cuba, permet aux États-Unis de resserrer les taux sur Cuba. Vous savez, depuis janvier, le blocus pétrolier est sévère. Israël peut-il s'attendre à quelque chose de semblable dans un avenir proche? Nous verrons. Enfin, nous verrons. Il sera certainement isolé. Il n'y a pas d'autre possibilité. Vous savez, le Maroc n'est pas un allié stable. Le Maroc a ses propres problèmes. La question du Sahara occidental le rapproche en fait de plus en plus d'Israël. Et le Maroc crée des problèmes dans la région du Sahel en Afrique, en essayant de diviser le Mali et le Burkina Faso, et ainsi de suite, en essayant de diviser ces États qui exercent leur souveraineté. Donc nous verrons comment cette politique d'isolement va évoluer. Mais en même temps, je veux dire, je suis d'accord avec vous, l'islam joue un rôle ici. C'est d'une certaine manière ce qui est utilisé comme une sorte de passerelle émotionnelle. Mais je mettrai aussi en garde contre le fait d'appeler cela, comme le font certains, une alliance sunnite, car cela suppose que l'adversaire est principalement l'Iran chiite. Décrire cela comme une alliance sunnite, c'est faux. Ce n'est pas non plus uniquement une alliance islamique. Bien sûr, l'islam est un élément très important de ce qui rapproche émotionnellement et culturellement ces pays. Certainement. Mais ce ne sera pas le fondement de l'alliance. Il existe déjà l'Organisation des pays islamiques, l'OCI. Ils sont déjà présents sur la scène internationale. Ce n'est pas une répétition de ce qui s'est déjà passé. Pourquoi ces pays auraient-ils besoin de revivre cela? Il s'agit d'un bloc de sécurité régionale, et il faut le souligner. Aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est la sécurité régionale. À mesure que les États-Unis, en quelque sorte le gendarme du monde, se retirent de leur mission, quand la police disparaît, une police de proximité prend le relais. C'est vraiment ce qui se passe. L'Arabie saoudite dit « Écoutez, nous ne pouvons pas compter sur la 5e flotte. Ils ne viendront pas. Ils ne vont pas nous défendre. Nous ne pouvons pas compter sur les bases au Qatar et ailleurs pour nous défendre. » Les États-Unis ont montré qu'ils étaient incapables d'assurer la défense, quel que soit l'adversaire. Peu importe qui est l'adversaire. Ce que je regarde aussi, et personne n'en parle, c'est quelle sera la position de l'Irak dans tout ça. Parce que l'Irak entretient actuellement des liens très étroits avec l'Iran et qu'il est resté relativement silencieux pendant tout ce conflit. Relativement silencieux. Oui, l'Arabie saoudite a attaqué ce qu'elle a qualifié de mandataire iranien sur le sol irakien. L'Irak n'a pas réagi. L'Irak n'a rien dit à ce sujet. Oui, c'était assez surprenant à voir. Donc l'Irak ne fait pas partie de cela. Ce n'est donc pas entièrement... On ne peut pas appeler ça une alliance sunnite. On ne peut pas appeler ça une alliance islamique. C'est un accord de la Mecque. Mais il est vrai que l'islam sert en quelque sorte de ciment culturel, parce qu'il était important que les principaux participants venus à la Mecque pour cet accord aillent prier ensemble. C'est vrai, et c'est important. Les Turcs, les Pakistanais et les Saoudiens sont allés prier ensemble. D'une certaine manière, ça scelle le lien. C'est assurément une dimension culturelle et émotionnelle de cette unité,
mais ce n'en est pas le fondement. C'est une alliance régionale de sécurité. Et je pense que c'est une leçon très importante pour des pays comme le Japon, la Corée du Sud, et ainsi de suite. Quand ils s'appuient aussi fortement sur les États-Unis pour leur sécurité face à ceux qu'ils considèrent comme leurs adversaires, que ce soit la Corée du Nord, la Chine, la Russie, ou peu importe qui ils voient comme adversaire, ils dépendent entièrement des États-Unis. Leur territoire est rempli de bases américaines. Il y en a une centaine environ en Asie du Nord-Est. Je veux dire encore une fois à Tokyo, à Séoul. On regarde ce qui se passe avec l'Iran et on se dit, c'est un désastre. Peut-être que le Japon et la Corée du Sud, ces pays-là, doivent se rapprocher et commencer à parler avec les Nord-Coréens. Commencer à mettre en place un dispositif de sécurité régionale avec une alerte précoce mutuelle, un accord mutuel pour ne pas se doter de l'arme nucléaire, et ainsi de suite. Je veux dire, ça doit forcément leur traverser l'esprit. Il doit y avoir des discussions au Vietnam, aux Philippines, et ainsi de suite, sur la possibilité d'une coopération régionale en Asie du Sud-Est, avec l'Indonésie notamment. C'est Ils doivent se dire cela en voyant le désastre absolu que représente la dépendance envers les États-Unis pour assurer leur parapluie sécuritaire. Ils doivent penser, il nous faut. C'est pour cela que je dis qu'il faut mettre l'accent sur le fait qu'il s'agit d'une alliance régionale de sécurité, parce qu'elle offre une sorte de modèle. Elle est modulaire. Elle propose un modèle pour les pays d'Afrique du Nord, d'Asie occidentale, qui ne reposera pas sur une unité islamique, ou encore en Asie du Sud-Est. Le plus grand pays musulman du monde, c'est l'Indonésie. Mais ils devront chercher, vous savez, une sécurité régionale avec les Philippines, avec le Vietnam, et ainsi de suite. Oui. Enfin, c'est ce que je veux dire. Je pense que la dimension de sécurité régionale de tout cela, sans les États-Unis, sera l'exemple qui fera référence pour ces pays. Eh bien, merci pour cette explication, Vijay. Et, pour préciser mon point de vue, je parlais d'Islamabad, pas de l'islam. Ah, d'accord. Pardon pour ça. Oui. Mais vous savez, je réagis aussi à l'emploi du terme « alliance sunnite » qui a été lancé comme ça. Et je pense que c'est un peu irresponsable, parce que cela alimente encore une fois l'idée assez dénuée de sens qu'il y aurait ici un conflit entre chiites et sunnites. Ce n'est vraiment pas le cas. Le fait que le Pakistan et l'Iran aient été si proches sur cette question devrait suffire à démontrer qu'il ne s'agit pas d'un enjeu confessionnel. Le Pakistan lui-même a connu beaucoup de difficultés avec certains de ses problèmes confessionnels, ou plutôt avec ce que je considère comme des problèmes périphériques, des divisions au sein du camp ou de la tradition religieuse de l'islam. Ce sont des divisions périphériques. Mais l'emploi de ce terme, alliance sunnite par certaines personnes, est très trompeur et dangereux. Il s'agit d'une alliance de sécurité régionale. À 100%. À 100%. Et j'avais sur la chaîne hier une autre commentatrice très réputée, Parveen Sowhney. Elle avait exactement la même analyse, exactement la même compréhension. C'est une alliance régionale fondée sur le fait que les pays de la région ont compris que les États-Unis ne sont pas un géant pesant. Les États-Unis sont un géant déshonoré. Hum. C'est un géant vaincu. Je veux dire, il y a une différence très nette entre les deux termes. Avant, c'était un géant lourd et pâteau, un énorme colosse. Peut-être qu'il pouvait agir, peut-être qu'il pouvait donner un coup de poing, peut-être pas, peut-être blablabla. Mais maintenant, tout le monde voit, mon Dieu, ce n'est pas seulement un géant lourd et pâteau, c'est un géant déshonoré, vaincu, qui a été chassé, littéralement chassé. Aujourd'hui, les bases qui entouraient Téhéran ont été plus ou moins détruites. Tout le monde le sait. Peut-être que 3 bases sont encore semi-opérationnelles
uniquement dans la mesure où elles permettent, vous savez, aux avions d'atterrir et de décoller, mais aucune capacité défensive en termes de radar et tout le reste. Des milliards de dollars d'équipements ont été endommagés. Les casernes aussi ont toutes été endommagées. Les troupes ne peuvent même plus y rester. Et tout n'a vu que les États-Unis sont maintenant revenus en Israël. Tout l'équipement retourne en Israël, dans des hangars profondément enterrés, pour se protéger de missiles entrant de plus en plus précis. Donc les États-Unis se sont repliés en Israël. Tous ceux qui observent la situation le savent. Et entre-temps, comme nous le verrons dans les mois qui viennent, cette alliance continue de grandir, avec Islamabad, non pas Islamabad comme centre de gravité, avec l'Iran, qui sinon membre à part entière, est au moins, disons, un membre honoraire, ou au minimum un observateur très avisé. Le monde assiste donc à la situation suivante. C'est l'après-Seconde Guerre mondiale. C'est de cela que je parlais. Pour la première fois depuis 75-80 ans, les États-Unis se replient. Ils ne sont plus la superpuissance, mais l'une des trois grandes puissances, avec la Chine et la Russie. Et Israël est isolé, totalement isolé. Quel impact cela a-t-il alors sur la région, Vijay? Oui, je dirais qu'il doit y avoir une profonde remise en question en Inde, parce qu'un certain nombre d'initiatives indiennes ont été complètement bouleversées. Par exemple, si l'on se souvient de ce qui s'est passé il y a quelques années, en marge du G20, l'Inde a inauguré en grande pompe, avec les États-Unis, ce corridor Inde-Moyen-Orient-Europe. Les échanges indiens ou les marchandises indiennes devaient partir de port du Gujarat, appartenant à l'entreprise de Gautam Adani. Elles devaient aller à Dubaï. Puis depuis Dubaï, elles devaient entrer sur le territoire saoudien. C'est très important. Remonter toute la longueur de l'Arabie saoudite jusqu'en Israël. Puis depuis le port de Haïfa, lui aussi détenu par l'entreprise de Gautam Adani, les marchandises devaient partir vers la Grèce, vers deux ports également détenus par l'entreprise de Gautam Adani. Je plaisantais en disant que c'était moins un corridor Inde, Moyen-Orient, Europe qu'un corridor Adani. Mais vous voyez, c'était une manière de normaliser de facto les relations entre l'Arabie saoudite et Israël. Et ce corridor du Moyen-Orient s'est automatiquement effondré après le début du génocide contre les Palestiniens, en octobre 2023. Cette idée n'a pas pu être mise en place parce que l'Arabie saoudite n'aurait pas, à ce moment-là, autorisé que son territoire soit utilisé pour des marchandises transitant par Israël. C'était un moment très sensible. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'il soit possible d'établir ce corridor Inde-Moyen-Orient-Europe. Avec cette nouvelle évolution, je pense qu'il sera bien plus difficile pour l'Arabie saoudite d'autoriser la mise en œuvre de ce corridor. C'était, d'une certaine manière, l'un des éléments emblématiques de la politique indienne en Asie occidentale, vous savez, faire passer ce corridor. Deuxièmement, je pense que les relations entre l'Inde et l'Iran vont devoir passer par une période de réflexion et d'amélioration. Pendant cette guerre, l'Inde n'a pas vraiment donné une bonne image aux yeux de l'Iran. Et je pense que l'Inde a un investissement majeur dans les infrastructures iraniennes, au port de Chabahar. L'Inde y a investi et a contribué à sa construction. L'objectif était que les navires indiens se rendent à Chabahar, puis que les marchandises indiennes remontent depuis l'Iran vers l'Afghanistan, à travers l'Asie centrale, jusqu'en Russie. C'était le corridor destiné aux marchandises commerciales. Vous savez, l'Inde ne s'en sort pas très bien dans cette affaire. Et nous verrons comment les relations entre l'Inde et l'Iran évolueront. L'Inde va donc devoir vraiment gérer cette situation et élaborer une nouvelle stratégie pour s'engager, par exemple, vis-à-vis de l'accord de la Mecque.
Vous savez, Zulfikar, une partie de cela va devoir reposer sur une certaine innovation de la part de l'Inde dans ses relations avec le Pakistan. Parce que je pense que le Pakistan a, en un sens, fait son entrée dans cette région par ses relations avec l'Iran et désormais avec la Turquie et l'Arabie saoudite. Quelle est la place de l'Inde là-dedans? Vous savez, on aura l'impression que l'Inde n'a aucune option en Asie occidentale tant qu'elle n'aura pas assaini ses relations avec le Pakistan. C'est pourquoi je dis que Jai Shankar, le ministre indien des Affaires étrangères ou ministre des Affaires extérieures, va devoir faire preuve de beaucoup de créativité. Je ne pense pas que, vous savez, quand les tirs cesseront et qu'il y aura finalement un cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran, et que les États-Unis commenceront à retirer leurs bases des États arabes du Golfe, les choses reviendront à la normale. Je ne pense pas que l'Inde pourra rétablir son corridor vers le Moyen-Orient en passant par l'Arabie saoudite et Israël, ni reprendre ses opérations via Chabahar. Je pense que l'Inde va devoir traiter avec Islamabad. Et peut-être que c'est le genre de levier que vous et moi recherchions pour améliorer les relations entre l'Inde et le Pakistan. Peut-être que l'Inde sera contrainte d'améliorer ses relations avec le Pakistan parce qu'elle dépend du pétrole du Moyen-Orient. Vous savez, c'est le fond du problème. Et peut-être que cet accord Mecca va, en réalité, renforcer la détermination de l'Arabie saoudite à dire, écoutez, vous devez aller améliorer vos relations. Je veux dire, on ne peut pas vous vendre de pétrole. L'Iran dit qu'on ne peut pas vous vendre de pétrole tant que vous n'améliorez pas vos relations. Car ce que le Pakistan a fait, avec ses nouvelles relations avec l'Iran et avec l'accord de la Mecque avec l'Arabie saoudite, c'est qu'il a en fait privé l'Inde de deux de ses principaux fournisseurs de pétrole. La Russie en étant un autre. Je veux dire, quelles options restent-ils à l'Inde? L'Inde va donc devoir faire preuve de créativité. L'Inde, contrairement aux États-Unis, ne peut pas se retirer. Où l'Inde pourrait-elle se retirer? Elle dépend du pétrole de ces pays. Que peut faire l'Inde? Acheter du pétrole au Nigeria et au Venezuela? C'est trop cher. Cela dépend des approvisionnements pétroliers du Moyen-Orient. Cela dépend de la Russie. Et à mesure que le pétrole russe et le gaz naturel acheminé par gazoduc partent de plus en plus vers la Chine, que la Russie se détourne de l'Europe au profit de la Chine, les Européens et les Indiens vont se retrouver dans une situation difficile commune. Vous savez, l'Europe aussi aura du mal à s'approvisionner en énergie au Moyen-Orient et en Russie. Vers qui se tourneront-ils? Où iront-ils? Une partie de la réponse dépendra de la créativité dont fera preuve l'accord de la Mecque concernant l'Égypte et donc la Libye. Jusqu'où iront-ils? Est-ce qu'ils intégreront ces pays à cet accord? Jusqu'ici, encore une fois, personne n'a parlé de l'Afrique du Nord. Oui, l'Algérie, la Libye et l'Égypte. Où vont-ils se situer dans tout cela? Parce que d'une certaine manière, je dirais que l'issue inévitable, c'est l'isolement croissant de l'Europe et de l'Inde dans toute cette évolution. Et donc, encore une fois, vous savez, en tant qu'Indien, je dirais que la pression va s'exercer sur les dirigeants indiens, sur Jai Shankar, qui détient désormais la clé. Comment va-t-il agir? Vous savez, va-t-il faire un Lavrov? Un ministre des Affaires étrangères très habile, Sergei Lavrov, dont la deuxième langue, ou la troisième, l'une de ses trois principales langues après l'anglais et le russe, est le singalais. Il s'est formé comme spécialiste du Sri Lanka. C'est un homme très créatif. Vous savez, que va faire Jai Shankar? C'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, comme son frère, professeur à l'Université de Californie à Los Angeles, l'un des plus grands historiens de l'Inde du début de l'époque moderne, Sanjay Subramaniam, le frère du ministre des Affaires extérieures, Jai Shankar. Ce sont des gens très intelligents. Mais seront-ils créatifs? Y aura-t-il, au sein du gouvernement d'extrême droite en Inde, la possibilité d'ouvrir un dialogue avec le Pakistan?
Je veux dire, ce sont les questions qui restent en suspens aujourd'hui, Zulfikar. Vous savez, on ne peut pas prévoir ce qui va se passer. Mais ce qui est prévisible, c'est que cette évolution autour de l'accord de la Mecque, je pense, a créé des problèmes pour les relations de l'Inde avec l'Asie occidentale et pour les relations de l'Europe avec l'Asie occidentale. Cela a créé des problèmes. D'une certaine manière, c'est une manœuvre très habile de la part de l'Arabie saoudite et du Pakistan pour faire entrer la Turquie. Une manœuvre très habile. Cela a créé des problèmes pour l'Europe. Comment l'OTAN gère-t-elle cette évolution? Et ainsi de suite. Ce sont donc des choses sur lesquelles vous et moi ne pouvons pas, enfin, nous ne voulons pas spéculer. Ce n'est pas une chaîne qui se prête à la spéculation. Je me contente d'exposer ce que je pense être un fait. Il existe une certaine inquiétude. Maintenant, nous ne savons pas où cette inquiétude va mener. Vous savez, il n'est pas impossible que l'Inde et Israël concluent une sorte de pacte de contrepoids, parce que ni l'Inde ni Israël ne sont riches en ressources énergétiques et ne peuvent donc pas s'approvisionner mutuellement en énergie. Oui, vous savez, l'Inde dépend du Moyen-Orient. Israël dépend désormais du charbon colombien, du charbon sud-africain, de l'énergie venant de Turquie. C'est stupéfiant. C'est de là qu'il tire son énergie. Il ne produit pas d'énergie. Il cherche à en capter. Il y a des gisements de gaz naturel revendiqués par le Liban et il cherche à y accéder. Certains avancent qu'il existe un gisement de gaz naturel au large de Gaza et qu'une partie de ce génocide contre les Palestiniens vise l'énergie au large de Gaza. Tout cela entre en jeu. Nous ne savons pas, nous ne spéculons pas, nous mettons les choses sur la table. Eh bien, il faut une intégrité intellectuelle extraordinaire pour pouvoir faire cela, surtout quand on a des origines indiennes. Moi aussi, j'ai des origines indiennes. Je suis né à Hyderabad, comme je l'ai dit sur cette chaîne. Mais des gens comme vous et moi aimerions avoir le privilège de pouvoir dire que nous sommes, en réalité, des citoyens du monde et d'aborder ces questions sans esprit de parti pris communautaire. Une dernière question, même si nous pourrions facilement continuer encore une heure. Pensez-vous que Jai Shankar et M. Modi soient capables de se détacher, ne serait-ce qu'un peu, de leur idéologie hindutva afin de pouvoir affronter les enjeux que vous venez d'exposer? Oui, enfin, waouh. Vous savez, c'est une question difficile parce que l'Inde est d'une certaine manière freinée par l'émergence de l'Hindutva comme cadre idéologique de ce gouvernement au pouvoir depuis plus de 10 ans maintenant, depuis 12 ans, une douzaine d'années. Cette idéologie freine vraiment l'innovation au plus haut niveau, dans différents domaines. Mais je pense un instant à la diplomatie. Elle empêche l'innovation, parce que l'Hindutva comporte une tendance anti-musulmane vraiment toxique. Et cette tendance anti-musulmane se traduit ou se concrétise sur la scène internationale par une position anti-pakistanaise. Cette vision anti-Pakistan est si profondément ancrée qu'il faudrait énormément de courage de la part des dirigeants du Bharatiya Janata Party, avec M. Modi en tête. Il faudrait un courage immense de la part des dirigeants pour dire « Écoutez, nous allons devoir régler nos comptes avec le Pakistan. On ne peut pas les régler par une guerre aérienne qui a échoué. On ne peut pas les régler par une guerre au sol. Ce serait absolument ridicule. Oui, il faut les régler par la diplomatie. Cela veut dire qu'il faut être franc avec le Pakistan et dire « Écoutez, la ligne de contrôle, c'est la frontière. Point final. Êtes-vous d'accord? Et sommes-nous d'accord pour dire que le Siachen, ce haut glacier, est de fait démilitarisé? Et sommes-nous d'accord pour dire que, vous savez, nous ne pouvons pas régler la question du Cachemire? Vous savez, il nous faudrait des surhommes pour venir régler le Cachemire. Donc il va falloir le laisser dans une case à part, tout en convenant que le reste de notre frontière est bien la frontière, et que le Cachemire est un territoire disputé.
Il va falloir s'en occuper à une date ultérieure. Vous savez, je ne pense pas que le Pakistan ni l'Inde aient vraiment l'envie, pour être honnête avec vous. Je ne pense pas qu'aucune des deux parties ait l'envie de, entre guillemets, régler la question du Cachemire. Je ne vois tout simplement pas comment elle pourrait le faire. Est-ce qu'Islamabad accepterait un Cachemire indépendant? Je ne le pense pas. Est-ce que l'Inde accepterait un Cachemire indépendant? Je ne le pense pas non plus. Alors, de quoi parle-t-on? Et je ne pense pas qu'aucune des deux parties ait la curiosité de s'asseoir et d'ouvrir son esprit aux différentes possibilités. Je ne pense pas qu'elles s'interrogent sur les autres options envisageables. Je pense qu'elles sont enfermées dans une mentalité qui, au fond, est submergée par les faits. La mentalité des deux camps n'est plus viable, vous savez. L'Inde ne pourra pas prendre le contrôle de Mirpur et de ce qu'on appelle l'Azad Cachemire. Et le Pakistan ne pourra pas prendre le contrôle de Srinagar et de Jammu. Cela n'arrivera tout simplement pas. Mais ils ont cette mentalité parce qu'ils ne font pas preuve d'ouverture et qu'ils manquent de curiosité face à d'autres options. Ils restent enfermés dans une vision des années 40, des mécanismes de règlement du différend qui n'existent tout simplement plus aujourd'hui. Donc, ce manque de curiosité, cette fermeture émotionnelle des deux camps, font que les Cachemiris sont mis entre parenthèses. Vous savez, ils sont prisonniers d'une mentalité qui n'est plus applicable. Et je ne sais pas, vous et moi devrions peut-être consacrer 1 heure entière, un jour, à parler de cette rigidité, à Islamabad comme à Delhi, de cette attitude figée envers le Cachemire, qui ne s'ouvre pas aux possibilités. Vous savez, il y a beaucoup de possibilités pour la question du Cachemire. Beaucoup de possibilités. Je veux dire, si le Pendjab peut rester divisé, alors je pense que le Cachemire pourrait probablement rester divisé aussi, si l'on veut être pragmatique. Vous savez, enfin, les Pendjabis sont mécontents de la partition, mais elle a eu lieu. Vous savez, les racines de ma famille remontent à Kartarpur et à Lahore. Mais le fait est qu'aujourd'hui, ces lieux se trouvent au Pakistan. Et si nous devons parvenir à un accord, c'est pour que des gens comme moi puissent aller visiter Kartarpur. Vous savez, là où mon arrière-grand-père était le Guru Sahib. C'est ce que j'aimerais faire. Vous savez, cela me procurerait une immense joie. Et soit dit en passant, seul Imran Khan a ouvert la porte en disant « Nous avons ouvert un corridor pour que les gens puissent aller prier à Kartarpur, le deuxième lieu le plus important du sikhisme. » Vous savez, c'est Imran Khan qui a ouvert la porte et qui a dit « Et je pense qu'à l'inverse, les gens au Pakistan aimeraient beaucoup venir visiter des endroits au Pendjab, en Uttar Pradesh, à Bombay, à Hyderabad et dans tout un éventail d'autres lieux. Il y a cette possibilité de voyage réciproque dans les deux sens pour des familles qui cherchent les endroits dont elles sont originaires. Je veux dire, c'est si important pour nous, en tant que Desis, de reconnaître d'où nous venons. Et le fait de ne pas pouvoir aller dans son pind, de ne pas pouvoir aller dans son village, c'est un fardeau extraordinaire porté par des millions de personnes, des centaines de millions de personnes, sur plusieurs générations. Et je pense que ce manque émotionnel, ce manque d'imagination à Islamabad et à Delhi nous retient. Peut-être qu'on devrait faire 1 heure, Zulfikar. Oui, c'est un traumatisme générationnel, Vijay. Et en fait, j'ai eu des conversations avec plusieurs grandes figures intellectuelles sur cette question. C'est bien un traumatisme générationnel. Et je veux dire que, de là où je suis, j'aimerais dire à notre public que je peux lui assurer qu'à l'heure actuelle, le gouvernement pakistanais en place, qui est en réalité dirigé par nous, cela ne fait aucun doute, est très sérieux quant au règlement de cette question. Il est très, très sérieux dans sa volonté de parvenir au type d'arrangement dont vous avez parlé.
Et la preuve, c'est qu'ils ont accompli tous ces progrès dans l'ensemble de leur quartier, où les choses sont aujourd'hui complètement différentes de ce qu'elles étaient il y a seulement 3 ans. Et bien sûr, il faut en attribuer une grande part du mérite à Imran Khan, parce qu'en réalité, ce sont ces politiques qui sont maintenant mises en œuvre. Vijay, je pourrais continuer encore 1 heure, peut-être 2. Je vous suis profondément reconnaissant et très honoré que vous soyez là, que vous apportiez votre voix. J'admire tout ce que vous faites. Vous êtes un géant intellectuel, comme je vous le disais avant le début de cette émission. Et nous avons tellement de chance d'avoir le privilège de vous écouter, vous exprimer sans, vous savez, aucun filtre imposé par une entreprise sur ce que vous dites. Ainsi, les gens peuvent comprendre exactement ce qui se passe, avec un regard impartial et intègre. C'est vraiment rafraîchissant. Alors merci beaucoup d'être avec nous. J'ai hâte de vous revoir et je l'espère, nous ferons une autre émission consacrée uniquement à la question Inde-Pakistan, qui est épineuse. À notre public, si vous aimez ce que nous faisons, cliquez sur le bouton d'abonnement, sur le bouton j'aime. Rendez-vous sur notre chaîne Substack, qui porte le même nom. Devenez membre payant, cela nous soutient. 5 $ par mois, moins cher qu'un café. Et vous recevrez ces conversations 2 fois par semaine dans votre boîte de réception. Alors, merci beaucoup, et nous vous retrouverons avec Vijay exactement à la même heure la semaine prochaine. Vijay, voulez-vous ajouter quelque chose pour conclure? Eh bien, je tiens à dire que je suis vraiment heureux d'être avec vous. Et vous savez, échanger avec vous sur ces sujets, c'est l'un des grands moments de ma semaine. Alors merci beaucoup de m'avoir invité. Vous êtes l'un des membres fondateurs de cette chaîne. Sans vous, nous ne serions pas là. Merci infiniment. Merci beaucoup. Au revoir. Je vais appuyer sur bouton stop.